Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Historiapolis qui est la seconde partie de l'histoire que nous avions commencé à étudier des grandes thalassocraties, des grands empires maritimes du passé. Dans la première vidéo, on avait vu qu'il existait sur le long terme une opposition structurelle entre les empires dont le territoire se construit par la mer, donc les thalassocraties, et les empires dont le territoire se construit sur terre, les tellurocraties. Cette opposition a été mise en lumière historiquement par l'inventeur de la géopolitique, Halford Mackinder, mais reprise tout au long du XXe siècle, par exemple par le philosophe Carl Schmitt dans Terre et mer. On avait vu que les premiers grands empires maritimes s'étaient en général constitués en mer Méditerranée, d'abord par la Crète et le domaine grec en général, mais aussi par l'intense activité mercantile de la civilisation phénicienne, puis les affrontements entre Rome et Carthage. Par la suite, une période de flottement avait paralysé la constitution de grands empires et favorisé la piraterie, les raids, les pillages en tout genre, dont les Vikings s'étaient montrés les principaux forfaiteurs. C'est à la fin du Moyen-Âge, quand commence la Renaissance italienne, que s'impose le modèle des cités-États, Gênes et Venise principalement, qui doivent être vues non seulement comme des cités glorieuses et prospères, au réseau très étendu, mais aussi comme des accélératrices de modernité, de par le nombre considérable d'innovations techniques qu'elles ont apportées au commerce et à la défense maritime. Et la question des innovations dans le domaine maritime, c'est justement le premier aspect qui va nous intéresser dans cette vidéo consacrée à l'essor des empires maritimes modernes. Mais juste avant de lancer cet épisode, je vais faire une très rapide mise au point. Cet épisode sur les empires maritimes modernes n'abordera que très succinctement l'empire britannique, ce qui pourrait sembler déconcertant vu que le Royaume-Uni est justement la plus grande thalassocratie de l'histoire. Mais la raison est en fait assez simple, c'est que je ferai très bientôt une série de vidéos entièrement consacrée à l'histoire de la Grande-Bretagne, et en particulier à l'histoire de son essor et de la construction progressive de son gigantesque empire des mers. Il ne faut pas s'étonner donc si vous constatez que l'Angleterre occupe dans cette vidéo une part très limitée. Pour revenir au sujet donc des innovations techniques, dès le XIIIe siècle, la qualité des navires évolue. On avait vu dans la dernière vidéo que Venise avait révolutionné la manière de concevoir le rapport d'une puissance à la mer en construisant l'Arsenale Nuovo, le premier arsenal moderne, au début du XIVe siècle. Un véritable laboratoire technologique et on pourrait presque dire pré-industriel, où les cadences de construction ont été accélérées et où de prodigieuses inventions ont été réalisées afin d'améliorer la performance des navires. À Venise comme à Gênes, et bientôt en Espagne et au Portugal, on modernise les gouvernails, la qualité du bois qui constitue les coques, ou encore la grandeur des cales permettant d'emmener plus de marchandises. L'un des résultats de cette évolution, c'est la caravelle, inventée par les Portugais vers 1415, qui permettra désormais de naviguer sur de beaucoup plus longues distances et de rendre les voyages en haute mer bien moins risqués. Les caravelles ne sont pas des monstres des mers, ce ne sont pas des bateaux géants, ils ne sont pas faits pour la guerre, mais ils sont parfaitement adaptés à l'exploration. Or, à partir de la découverte de l'Amérique, et même avant en fait, l'exploration va se révéler être une partie considérable de l'activité en mer des grandes puissances. La qualité des boussoles, originaires de Chine, est améliorée, mais les plus grands progrès y sont réalisés en cartographie. Dans les premiers temps, ce sont les Italiens, dès la fin du XIIIe siècle, qui fournissent les premières cartes détaillées du bassin méditerranéen. Ensuite, les Espagnols et les Portugais, en particulier avec les premières navigations sur l'Atlantique, deviennent les maîtres de la cartographie, notamment la communauté juive de Barcelone. Il faut bien comprendre que la carte, à l'époque, c'est un enjeu stratégique. C'est évidemment encore le cas aujourd'hui, mais de nos jours, il suffit d'aller sur Google Maps ou Google Earth pour avoir une représentation cartographique et satellitaire immédiate presque du monde entier. À la fin du Moyen-Âge, disposer d'une information rien que sur l'apparence, le climat, la direction des vents et la géographie d'une côte ou d'un littoral, c'est une information capitale et très précieuse qu'il ne faut surtout pas dévoiler aux puissances adverses. La carte est donc un élément secret et un enjeu de domination. C'est le prince portugais Henri le Navigateur qui va créer au XVe siècle la première école de cartographie. Et justement, l'Empire portugais est le premier des empires modernes qu'on va voir ici. C'est un cas intéressant dans la mesure où c'est un pays pauvre et petit qui réussit pourtant à s'insérer dans le cercle des grands empires maritimes. Les Portugais peuvent s'appuyer sur deux apports extérieurs. D'abord l'apport musulman, dans la mesure où le Portugal, s'étant libéré de l'occupation arabe un siècle avant l'Espagne, il dispose d'une certaine avance stratégique tout en ayant conservé les importantes connaissances navigatrices et mathématiques arabes.
Ensuite, l'apport génois est considérable. C'est surtout le Portugal que les Génois choisissent comme relais dans leur objectif de pénétrer l'Atlantique, d'une part vers le nord, Lisbonne et Porto étant les centres d'échange du commerce en provenance du Levant et en direction de la mer du Nord, mais aussi vers le sud, car Génois et Portugais vont s'allier à la recherche d'or pour trouver une voie de contournement de l'Afrique par le sud. Sur le plan technique, le franchissement du cap Bojador ou Bouche d'Our, au sud du Maroc actuel, est l'un des plus difficiles de la navigation océanique à cause de l'intensité des courants et de la direction des vents. Les Portugais mettent longtemps à acquérir la technique pour le franchir. Cependant, une fois le cap de Bonne-Espérance franchi en 1488, c'est d'ailleurs les Portugais qui l'ont nommé comme ça, et la route vers les Indes orientales établie, les Portugais, alors en recherche d'or, vont bâtir leur empire sur le commerce des épices. Expulsant les musulmans de l'océan Indien en 1509 sous les ordres de Francisco de Almeida, ils bâtissent un empire dans les Indes sous la direction de son successeur, Afonso de Albuquerque, qui a fait de Goa sa capitale en 1510. Ville de Goa que les Portugais vont garder sous leur contrôle jusqu'en 1961, donc très récemment. Le golfe de Cambay est un secteur majeur de la domination commerciale aux mains des Portugais. Mieux, les Portugais atteignent la Chine et le Japon et mettent la main sur tout le trafic commercial de l'océan Indien à la mer de Chine. Mais cet empire ne va durer que quelques décennies. Les Portugais sont défavorisés par la dimension trop réduite de leur métropole. Rapidement, les marchands d'Europe du Nord prennent le contrôle économique de ces routes. C'est surtout la Hollande qui en profite. En fait, la période de l'Union ibérique, qui est en fait une période de 1580 à 1640, où les couronnes d'Espagne et de Portugal ont été réunies, donc dans les faits ça se traduit par le fait que le Portugal a perdu son indépendance, concrètement. Cette période a fait beaucoup de mal au Portugal, en embarquant le pays dans les guerres espagnoles. Le Portugal, qui perd presque tout, sauf Goa, va surtout se concentrer sur sa nouvelle colonie brésilienne, après la fin de l'union avec l'Espagne. La rivalité avec la Hollande, qui entre-temps a pris presque toutes les colonies portugaises orientales, est alors importante. Ces deux petites nations se battent pour les mêmes morceaux, et le Portugal en remporte l'essentiel dans l'Atlantique. D'abord le Pernambouc, qui est la région au nord-est du Brésil actuel, qui est riche en bois, puis les mines d'or du Minas Gerais et le Mato Grosso, deux autres régions intérieures du Brésil. Le Portugal, au XVIIe siècle, a quitté la cour des grands, mais se satisfait largement du Brésil, pour l'exploitation duquel elle a recours, il faut bien le reconnaître, à la traite esclavagiste dans des proportions absolument énormes. D'ailleurs, dans l'histoire de la traite occidentale, le Portugal est le pays qui a eu le plus recours à la déportation d'esclaves d'Afrique, presque autant que l'Angleterre, l'Espagne, les Pays-Bas et la France réunis. Pour tout ce qui concerne l'histoire coloniale du Portugal, mais l'histoire qui a trait au Portugal et au monde lusophone en général d'ailleurs, je ne peux que recommander la lecture des différentes publications des éditions Chandaigne, qui non seulement abordent des thèmes passionnants, mais qui, par ailleurs, produisent des livres qui sont vraiment très beaux, qui sont pour moi parmi les plus beaux livres de poche du monde éditorial français. Le cas de l'Espagne est résumé sans ambiguïté par Cyril Coutançais dans Une histoire des empires maritimes, le livre sur lequel nous nous appuyons pour réaliser cette série. L'Espagne du XVIe siècle avait tout pour devenir l'Angleterre des XVIIIe-XIXe siècles. Un empire colonial doté d'une richesse incomparable avec l'or puis l'argent des Amériques, et d'une marine de tout premier ordre. Incapable de choisir entre une destinée océanique ou continentale, elle perd finalement sur les deux tableaux. En effet, dans les années 1500-1600, non seulement l'Espagne possède un empire gigantesque en Amérique, mais elle a également de très nombreuses possessions en Europe continentale, par l'empire des Habsbourg, qui avait atteint une grande puissance, notamment sous Charles Quint. En fait, l'Espagne détient à la fois les caractéristiques d'une thalassocratie et d'une tellurocratie. Or, dans l'histoire, ce genre de configuration ne peut jamais durer bien longtemps. Il faut impérativement choisir. Même l'Angleterre, après avoir perdu la guerre de 100 ans contre la France, a fini par prendre conscience que rien ne lui arriverait de bon à vouloir occuper directement de larges pans de territoire sur le continent européen. Longtemps, les divers royaumes espagnols ont été en confrontation sur les politiques d'alliance. Ainsi, la Castille, mentalement tournée vers le Maghreb et l'Atlantique, était de tradition francophile, tandis que l'Aragon, qui visait le contrôle de la Méditerranée nord-occidentale, lui était hostile. Les longues guerres des Habsbourg contre la France en Italie et ailleurs ont permis aux puissances de l'Atlantique Nord, dans une certaine mesure, de se développer dans l'ombre.
donc l'Angleterre et la Hollande principalement, alors que l'Espagne était pourtant la mieux placée géographiquement pour se lancer à la conquête de l'Atlantique. Cependant, rapidement, les Espagnols, voyant qu'ils sont trop distancés dans la course aux Indes occidentales, se concentrent sur l'exploration de l'intérieur de l'Amérique. C'est la raison pour laquelle ils parviendront tout de même à maintenir de très grandes colonies hispanophones de l'Argentine jusqu'au Mexique, en conformité avec le traité de Tordesillas de 1494, qui laissait à l'Espagne toute l'Amérique, sauf le Brésil, attribué aux Portugais. Voyant l'Angleterre monter en puissance avec sa redoutable Royal Navy, les Espagnols vont tenter le tout pour le tout. En 1588, ils réunissent l'une des plus grandes flottes de débarquement jamais constituées, l'Invincible Armada, dans le but d'envahir l'Angleterre et de la soumettre. En réalité, il n'y aura pas d'affrontement si terrible, car pris au piège des conditions météorologiques, les Espagnols vont tenter de se replier et perdre la grande majorité de leurs navires dans des naufrages au large des côtes anglaises. En fin de compte, rien ne semble pouvoir enrayer le déclin de l'Espagne. Les caisses sont vides, la démographie est en berne, et Richelieu parvient à faire tourner la guerre de 30 ans à l'avantage de la France. Quelques décennies plus tard, en 1713, l'Espagne perd la grande bataille de la maîtrise des routes commerciales atlantiques. Les Antilles, véritable entrepôt de l'Amérique, tombent sous la main des Anglais et, dans une moindre mesure, des Français et Hollandais. C'est ce qu'on appelle les traités d'Utrecht, épisode incontournable de l'essor britannique qu'on verra plus en profondeur dans une prochaine série de vidéos, pas forcément la prochaine, mais qui finira par arriver sur l'histoire de l'Angleterre et plus largement de la Grande-Bretagne. Regardons maintenant du côté d'Amsterdam. La particularité de l'expansionnisme hollandais, c'est son caractère presque exclusivement lucratif. Les Hollandais ne se cachent pas derrière une prétendue mission d'évangélisation. Ils veulent faire de l'argent et ils n'ont aucun problème à l'assumer. Les Provinces-Unies constituent le modèle de l'entreprise capitaliste coloniale. Leur empire des mers à rayonnement mondial s'est en effet bâti sur deux compagnies privées, la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales et la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, dédiée au négoce avec ces régions du monde. La seconde, considérée comme l'ancêtre de nos firmes multinationales, disposait même d'une armée et d'une flotte. Deux événements favorisent l'ascension de la Hollande à la fin du XVIe siècle. Le traité de Stettin en 1570, qui ouvre les eaux de la Baltique au commerce international et permet aux Provinces-Unies de diversifier leur économie, mais aussi le pillage d'Anvers en 1585 par les Espagnols, qui consacre définitivement l'ascension d'Amsterdam au détriment de sa rivale flamande. La flexibilité idéologique et religieuse des Hollandais explique en partie la facilité de leur pénétration en Orient. Rapidement installés en Indonésie où ils fondent Batavia en 1619, qui deviendra plus tard Jakarta, la capitale de l'actuelle Indonésie, ils demeurent, après la fermeture du Japon, les seuls interlocuteurs européens des Japonais, en étant installés au port de Nagasaki, ville qui dispose encore aujourd'hui d'un petit quartier de style hollandais. Les Hollandais, qui ne disposaient ni d'une flotte considérable, ni d'une démographie suffisante pour rivaliser avec les grandes puissances, sont parvenus à se rendre indispensables par leur qualité d'armateurs, d'intermédiaires des échanges, y compris entre civilisations lointaines. Bientôt en concurrence avec les Anglais, les Hollandais entrent en guerre avec eux, avant de finir devant le danger de l'expansion tellurocratique française en Flandre, par trouver une alliance de compromis. Londres finit par emporter la guerre commerciale, mais verra toujours en la Hollande un allié sûr, favorisant la doctrine du libre-échange. Sur l'Angleterre, donc, je l'ai dit au début de cette vidéo, on va passer très rapidement car une série de vidéos sera entièrement consacrée à son histoire, et à l'histoire de son rapport avec les océans et de son gigantesque empire. Il convient quand même de rappeler que, tandis que les autres puissances coloniales voyaient encore les colonies à travers le prisme du commerce des épices en premier lieu, l'Angleterre a pour sa part rapidement mis la main sur l'économie cruciale du coton, que ce soit en Inde ou en Amérique du Nord, notamment en Virginie. Et ça, on peut le voir dans la série de vidéos récentes sur l'histoire des États-Unis que vous pouvez retrouver sur Historiapolis. Il convient aussi de rappeler que la révolution industrielle précoce de l'Angleterre a joué un grand rôle dans l'établissement d'une économie rapide, de grande dimension et mondialisée, là où les autres pays voyaient encore la mer comme une succession de comptoirs. La France, pour sa part, n'a jamais su se détacher des problèmes continentaux et doit la grandeur éphémère de son empire, notamment en Amérique du Nord, donc principalement le Québec et la Louisiane, surtout à des entreprises individuelles de grands explorateurs. On peut penser évidemment à Jacques Cartier, Samuel de Champlain,
Louis-Antoine de Bougainville, Jean-François de La Pérouse et ses 2 navires mythiques, l'Astrolabe et la Boussole, ou encore Jules Dumont d'Urville, l'explorateur du pôle Sud. En fait, si la France a eu de grands marins, elle n'a presque jamais eu de grande politique maritime. Si Richelieu avait pour la marine de grandes ambitions, celles-ci ne se sont jamais maintenues sur le long terme et la France a perdu ce qu'on appelle souvent la Seconde Guerre de 100 ans, c'est-à-dire du début du XVIIIe siècle à 1815, de Louis XIV, la fin du règne de Louis XIV à Napoléon Ier. La marine française de la période moderne va quand même, malgré la tragique défaite de Trafalgar contre les Anglais en 1805, se reconstituer progressivement et atteindre sûrement son apogée sous Napoléon III. C'est grâce à elle notamment que la France s'ouvre sous le Second Empire la route de ses possessions en Asie-Pacifique, c'est-à-dire principalement la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou encore l'Indochine. L'Allemagne, elle, peut être historiquement considérée comme l'idéal type de la puissance continentale, de la tellurocratie. Elle a peu d'accès à la mer. En fait, essentiellement un accès à la mer Baltique, qui est une mer intérieure, donc qui n'ouvre pas vraiment de débouchés lointains. Et un autre petit accès très restreint à la mer du Nord, principalement par la ville de Hambourg, qui a toujours été dans son histoire la porte de l'Allemagne sur le reste du monde. En fait, le peuple allemand est surtout un peuple de colons continentaux, comme en témoigne son historique expansion vers l'Est, le Drang nach Osten, qui a amené à la migration de chevaliers, mais aussi de paysans et cultivateurs allemands en Roumanie, en Pologne, en Ukraine, en Russie et jusqu'au Kazakhstan, où on trouve encore aujourd'hui une communauté d'origine allemande. Mais on a aussi le même phénomène à l'ouest, où de nombreux simples colons allemands ont traversé l'Atlantique et peuplé les grandes plaines des États-Unis, à de nombreux égards similaires aux plaines du nord de l'Allemagne, et ont été parmi les premiers pionniers à coloniser l'ouest du pays. En fin de compte, l'Allemagne n'a jamais vraiment réussi à se constituer un empire maritime durable. Ses possessions coloniales, principalement en Afrique et en Océanie, ont été en majeure partie reprises par les Anglais. Cependant, l'intérêt du rapport allemand à la mer réside surtout dans ses innovations techniques, et principalement le sous-marin. Dans les guerres modernes de l'Empire allemand, les célèbres U-boats ont failli adjuger à l'Allemagne la victoire maritime, de par leur intense activité de destruction des bateaux de ravitaillement anglais dans l'Atlantique. Mais la bataille du Jutland, en 1916, empêche les bâtiments de surface de sortir de la Baltique et de fournir aux sous-marins le soutien logistique dont ils avaient besoin. Et je pense qu'il est important de ne pas sous-estimer l'importance de cette bataille navale, la bataille du Jutland, qui est un peu à la Première Guerre mondiale ce que la bataille de Trafalgar avait été à l'Empire napoléonien. Pas dans son déroulement, bien sûr, car là où la flotte franco-espagnole avait été en grande partie capturée, la flotte allemande parvient à s'en sortir indemne. Mais plutôt dans ses conséquences, en fait, car plus jamais jusqu'à la fin de la guerre, après cette bataille, les Allemands n'oseront quitter leur base. Ce qui va laisser aux Anglais, ce qui va permettre aux Anglais de conserver la suprématie sur l'Atlantique. Et Dieu sait si les batailles terrestres, durant la Première Guerre mondiale, sont cruciales. Mais on a parfois tendance à oublier que la victoire des Alliés, elle s'est largement aussi construite sur la mer, en imposant un blocus à l'Allemagne et en l'empêchant de se ravitailler. Parce que, au fond, il est vrai que, militairement, l'armée allemande reculait en 1918. Mais enfin, la ligne de front n'était pas située en Allemagne, mais essentiellement en France et en Belgique. En fait, l'effondrement allemand en 1918 réside principalement dans le chaos politique causé à l'arrière du front par les famines dues au succès du blocus maritime de l'Allemagne par les Anglo-Américains. On a donc là l'exemple typique de la victoire, à la longue, d'un empire thalassocratique sur une tellurocratie. Mais quittons un peu l'Europe. L'empire maritime du Japon moderne se déploie en 2 phases. Avant la Première Guerre mondiale, il est centré sur le nord et l'ouest en opposition à la Russie. Après la Grande Guerre, il regarde plutôt vers le sud et l'est. Les guerres gagnées face à la Russie, notamment en 1905 avec la fameuse bataille de Tsushima, sont la condition permettant au Japon le déploiement de son empire les décennies suivantes. En effet, avec le soutien des Occidentaux, l'île va profiter d'un moment de faiblesse de l'empire des Tsars pour étendre son influence sur le continent. Victoire qui ne sera jamais totale puisque la Sibérie et ses précieuses ressources ne sera jamais atteinte. Dans un pays surpeuplé et exigu, l'option impérialiste pour l'accaparement des ressources est presque inévitable. Les espaces extrême-orientaux de grande importance sont notamment la Mandchourie,
pour son charbon et ses minerais, et l'insulinde, archipel gigantesque regroupant l'Indonésie, les Philippines et la partie insulaire de la Malaisie, dont l'intérêt est vital pour le contrôle de son pétrole et de son caoutchouc. La péninsule malaisienne est également d'un intérêt stratégique. C'est tout le sens de la sphère de coprospérité asiatique lancée par le Japon. On oublie souvent qu'en juillet 1939, le Japon lance une offensive contre les soviétiques de Zhoukov en Sibérie. L'attaque est un échec, et si les Allemands, au lieu de signer le pacte germano-soviétique, s'étaient alliés aux Japonais dès 1939 contre l'URSS, l'issue de la Seconde Guerre mondiale aurait pu être très différente. Au final, dans le Pacifique, la bataille décisive n'est pas celle de Pearl Harbor, mais bien celle de Midway en 1942. Les Japonais y perdent la fine fleur de leur flotte, alors à son apogée, et n'auront plus jamais l'ascendant sur les États-Unis, qui deviendront dès lors les maîtres absolus du Pacifique, que l'on appelle parfois le lac américain. Il a longtemps semblé incongru à la Russie de disposer d'un empire maritime, au vu de la dimension a priori authentiquement continentale de cet empire. C'est surtout à partir de Pierre le Grand, au début du XVIIIe siècle, que le cours des choses est modifié. Longtemps, en effet, le rapport des Russes à l'eau a été centré sur la navigation fluviale, le pays disposant de longs et larges cours d'eau comme le Don, la Volga ou encore l'Oural. Mais la volonté de s'ouvrir à l'Occident nécessite d'importantes façades maritimes au nord et au sud. Saint-Pétersbourg est fondée en 1703 et la Baltique est libérée par la victoire contre les Suédois à la bataille de Poltava en 1709. Sous Catherine II, c'est l'accès à ce qu'on appelle en Russie les mers chaudes, en fait la Méditerranée, par le biais de la mer Noire qui est ouvert avec la prise de la Crimée en 1783. Dans le même temps, la Russie conserve le rêve, tant spirituel que stratégique, de libérer Constantinople. Par 2 fois en 1769 et juste avant la guerre de Crimée, la Russie semble toute proche d'obtenir gain de cause. Par ailleurs, elle se tourne vers le Pacifique. La grande figure de l'exploration du Pacifique russe jusqu'à l'Alaska est Alexandre Baranov, gouverneur de l'Amérique russe, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, et directeur de la Compagnie russe d'Amérique, spécialisée entre autres dans les fourrures. Mais l'échec de la guerre en Crimée fait se tourner la Russie vers l'exploration continentale. La Caspienne est sous son contrôle en 1869, et le gouverneur Nicolas Mouraviev fait passer les limites orientales de l'Empire, d'Irkoutsk et de Ienisseï, jusqu'à Vladivostok, fondé en 1860. Ainsi, après la fin du rêve américain des Russes, dû à la vente de l'Alaska pour renflouer les caisses de l'État, un peu comme Napoléon avait vendu la Louisiane, la marine russe entre dans une longue période de quasi-sommeil, voire d'agitation interne, étant le cœur des insurrections socialistes au sein de l'armée. On se rappelle évidemment de la mutinerie du cuirassé Potemkin en 1905, prémisse à la révolution russe, mais aussi en 1921 de la commune de Kronstadt, fomentée par un comité révolutionnaire de marins contre le régime bolchevique. Les authentiques ambitions maritimes soviétiques s'éveillent après la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de guerre froide. Les Russes se frayent un chemin en Méditerranée par l'ouverture syrienne et notamment le port de Latakia. L'impérialisme maritime russe entre en phase de repli à partir des années 1990 et dans les années 2000-2010 se concentre sur une vieille route à potentiel commercial, l'Arctique. Et donc tout ça nous emmène à la situation actuelle autour des mers du globe. À l'évidence, elles sont majoritairement dominées par les États-Unis, qui d'une certaine manière se sont, à tort ou à raison d'ailleurs, considérés comme les successeurs de l'Empire britannique. D'ailleurs, ils en ont grandement repris les anciennes zones de force. Initialement, les Américains n'avaient pas forcément la vocation à dominer navalement le monde, et après l'élaboration de ce qu'on appelle la doctrine Monroe, ils pensaient se contenter de la domination de l'Amérique latine. Ils avaient commencé par envahir Cuba en 1898, puis avaient inauguré et pris le contrôle du très stratégique canal de Panama en 1914. En fait, c'est le déclenchement de la Première et de la Seconde Guerre mondiale qui fait sortir les Américains de leur isolationnisme et leur fait se dire qu'ils ont la capacité d'être une sorte de Grande-Bretagne en plus grand, c'est-à-dire en quelque sorte une île suffisamment isolée pour ne pas être envahie, mais suffisamment proche de l'Europe pour la contrôler. Après 1945, donc, les Américains semblent seuls maîtres sur tous les océans. Cyril Coutançais, dans son livre, effectue un rappel utile. Au-delà de la puissance américaine en termes de bâtiments, notamment de porte-avions, puisqu'il faut rappeler que sur les 21 porte-avions existants dans le monde, 11 sont américains, les bases clés de chaque océan
assure un formidable rayon d'action aux forces aéronavales américaines. Les Açores en Atlantique, Diego Garcia dans l'océan Indien, Guam et Okinawa dans le Pacifique. D'ailleurs, dans un contexte d'affaiblissement de l'impérium américain, Cyril Coutancer réaffirme l'importance toujours plus nette de Guam dans le contrôle du Pacifique et la concentration des forces américaines dans l'insule Inde. Dans les autres secteurs de domination traditionnels, les Américains, dans les années 2010, cherchent à faire prendre en charge le maintien de leur position par leurs alliés traditionnels. Corée du Sud et Japon en Asie du Nord, et France, Royaume-Uni, voire Allemagne ou Italie en Europe de l'Ouest. Le parallèle avec les derniers siècles de l'Empire romain est ici intéressant. Sur la fin, l'Empire s'est de plus en plus concentré sur la protection des frontières du Rhin, délaissant à ses sujets tribaux le maintien de l'ordre dans d'autres régions. En Asie, deux marines semblent en mesure d'exercer une puissance significative de nos jours, la Chine et l'Inde. Timorés du fait du désastre de la bataille fluviale de Yalu en 1894 contre les Japonais, les Chinois, dont le conflit stratégique entre continentaux et maritimistes est longtemps reporté par les premiers dans le cadre de la guerre contre les nationalistes de Chiang Kai-shek, ne reviennent véritablement à la mer qu'après la mort de Mao, notamment par la mer de Chine, porte d'accès au commerce maritime avec l'Occident, théorisé par la doctrine du collier de perles. Récemment, la Chine a mis en place les routes maritimes de la soie, mais l'enjeu le plus important actuellement de la présence de la Chine en mer, c'est bien sûr Taïwan, dont l'indépendance à moyen long terme paraît de plus en plus compromise, même si c'est une île très difficile à aborder par la mer. Il ne faut pas non plus négliger l'importance de l'Inde, qui, en dépit d'un tropisme continental certain, expliqué par le conflit frontalier avec la Chine, mais surtout par son opposition historique avec le Pakistan, renforce sa présence en mer. Surtout d'ailleurs sur son flanc occidental du fait de la présence d'importantes énergies dans la péninsule arabique et de nombreuses matières premières en Afrique, ce qui explique le développement des activités maritimes indiennes sur la côte est du continent, dans le but notamment de nettoyer le secteur de la piraterie. Par ailleurs, il faut rappeler l'importance de l'imprégnation culturelle indienne de l'île Maurice jusqu'à Madagascar. Voilà donc pour ce tour d'horizon en 2 épisodes de l'histoire des empires maritimes et de leur influence sur l'évolution du monde. Les temps ont changé, la vitesse des communications, des transports et des guerres a évolué, mais l'enjeu en fin de compte reste toujours le même, s'assurer le contrôle des échanges et par là la domination du monde. Si on parle anglais aujourd'hui dans le monde entier, c'est car l'Empire britannique et son successeur, l'Empire américain, ont pu déployer leur culture par le contrôle des mers. D'une certaine manière, on peut presque voir cette courte série sur l'histoire des thalassocraties comme une forme d'introduction à la série qui va bientôt arriver sur l'histoire de la Grande-Bretagne, son unification intérieure, mais aussi et surtout la mise en place de sa domination, le pourquoi du comment de la formation de son gigantesque empire maritime, avec l'aide de sa Royal Navy. Je vous remercie en tout cas encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous encourage à la commenter, à la partager, et à bientôt pour une nouvelle série sur Historiapolis.